Quand Retour vers le futur sort en 1985 en France, le journal Libération dira « Un des plus consternants navets qu'ait produit la bande à Spielberg ». Ok. Retour vers le futur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce film-là, également. Retour vers le futur, sorti en 1985, réalisé par Robert Zemeckis et produit par Steven Spielberg. Alors pour moi, Retour vers le futur, c'est évidemment certainement le meilleur de la production Amblin, même si c'est vrai, on peut compter Gremlins, on peut compter les Goonies et bien d'autres, mais pour moi, c'est évidemment Retour vers le futur qui se hisse en haut du podium des meilleures productions Amblin, et peut-être même que Retour vers le futur va au-delà même des productions Amblin en fait. C'est pour moi un des meilleurs films de cette année-là, et aussi pour moi un des meilleurs films all-time. Voilà, Retour vers le futur, c'est aussi non pas qu'un film de voyage dans le temps, mais aussi un film de banlieue. Ces fameux films de banlieue où on adore la banlieue, qui ont été lancés d'ailleurs par Steven Spielberg avec Rencontre du troisième type. Il a continué évidemment avec E.T., mais il n'y avait pas que Steven Spielberg qui faisait des films de banlieue, il y avait également John Hughes avec Breakfast Club, avec Ferris Bueller et tout ça. Cette décennie-là, c'était vraiment l'époque des films de banlieue. Retour vers le futur, c'est aussi en quelque sorte la fin d'une longue relation assez tumultueuse entre Zemeckis et Spielberg. Je m'explique. Steven Spielberg, en collaboration avec Zemeckis, a connu 3 échecs. Le scénario de 1941, écrit par Robert Zemeckis et Bob Gale, qui connaîtra un lourd échec. Alors la faute n'est évidemment pas qu'à imputer aux scénaristes Robert Zemeckis et Bob Gale, également aussi à Spielberg. Il y a le film I Wanna Hold Your Hand en 78, très bon film d'ailleurs sur les Beatles, qui fera un four, et le film La Grosse Magouille avec Kurt Russell qui fera également un four. Et qu'est-ce qui se passe avec Retour vers le futur? Le film est en préparation, on va dire ça comme ça, disons qu'il y a 4 versions du script différentes depuis le début des années 80, Zemeckis a absolument envie de le réaliser. Le seul problème, c'est que Spielberg lui dit à ce moment-là, on a connu 3 échecs, il va falloir que tu fasses un succès pour que, en gros, j'accepte de produire Retour vers le futur, qui va coûter certainement très cher. Zemeckis réalise à ce moment-là le génialissime À la poursuite du diamant vert, sans Spielberg, sans personne, juste avec la Fox. Là, carton absolu, et du coup, feu vert pour réaliser Retour vers le futur l'année d'après. Qu'un McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Alors comme je disais, il y a 4 versions du script différentes de Retour vers le futur, et il faut savoir que dans les premières versions du script, la DeLorean n'existait pas, la machine à voyager dans le temps était un frigo. Retour vers le futur, c'est plus de la moitié d'un film tourné aussi avec un autre acteur que Michael J. Fox, à savoir Eric Stoltz. D'ailleurs, je rêverais d'avoir tous les rushs avec Eric Stoltz. On a eu dans les bonus DVD, les bonus Blu-ray, pas mal de rushs avec Eric Stoltz. Et il y a beaucoup plus que ça en scène tournée, il y a beaucoup de photos de tournage qui traînent. Moi, je rêverais carrément, limite presque d'une version montée avec Eric Stoltz pour voir ce que ça donnait. Bon, ça, c'est juste mon délire de fan qui parle. Voilà. Et Retour vers le futur, c'est aussi le refus de Disney de produire le film à cause d'un élément non négligeable, le délire un peu incestueux entre Marty et sa mère en 1955. Forcément, Disney, qui est plus un producteur de films familiaux, se dit qu'avec cette thématique-là qui ressort un petit peu dans le film, même si ça ressort sous forme de comédie, bah, c'est pas trop dans le délire de la firme, donc ils n'accepteront pas à l'époque de financer le film. Et il faut savoir qu'aussi Retour vers le futur, à l'époque de sa sortie en France, je précise bien en France, eh bien, bénéficie d'un accueil un peu mitigé. Pas complètement mauvais, mais extrêmement mitigé. Première dira, une glorification un peu bêta de l'Amérique. Le journal Le Matin dira Back to the Future, dites-vous, on a plutôt envie de dire No Future. Pour l'instant, entre la guimauve faussement nostalgique et l'hémoglobine communiste, vous n'avez que l'embarras du choix. Alors, je sais absolument pas où ils ont été chercher ça, mais bon, c'est pas grave. Et il y a quand même une note positive, et là, c'est François qui va la sortir et qui va comprendre plus ou moins quand même le potentiel du film, et qui va dire « Retour vers le futur, spectacle agréable et délassant, risque avec le temps de devenir un film de référence. » Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Et effectivement, Retour vers le futur est devenu un film de référence, un film peut-être le meilleur film sur le voyage dans le temps, beaucoup de gens le disent, pourtant il y a quand même pas mal de films dans l'histoire du cinéma sur cette question de voyage dans le temps, mais peut-être le film le mieux rythmé, le plus enlevé, le plus original finalement restera certainement Retour vers le futur. Et c'est vrai que moi, ma première expérience avec le film, alors que j'avais 9 ans et que je vais le voir en salle, c'est soldé par une petite déception. Non pas que j'avais pas aimé le film, j'ai adoré le film évidemment à sa sortie, mais il
y a eu une petite déception, allez, qui a duré 5 minutes et qui venait simplement du fait qu'on nous avait vendu Retour vers le futur, ce fameux titre un petit peu incompréhensible, mais il y avait le mot futur dedans. Donc toi, en tant que gamin de 9 ans, tu te dis, ah, chouette, je vais aller voir un film qui va se passer dans le futur. Et oui, avec des robots, des machines, des voitures volantes, enfin en gros tout ce que tu verras dans le 2, mais certainement pas dans le 1 puisque Marty va dans le passé. Et là, pendant 5 minutes, tu as une espèce de petite micro-déception en te disant « Oh là là, je vais peut-être me faire chier en fait, parce que là, il est quand même coincé en 1955. Moi, je vis dans les années 80, en 1955, on risque de sacrément s'emmerder. » J'avais 9 ans, bon. Mais je dirais justement que la force du récit, la force de la proposition de Zemeckis de nous faire voyager cet adolescent issu des années 80 dans une époque passée, c'est hyper malin puisqu'il y a un réel processus d'identification avec le spectateur, de spectateur à personnage. Quand t'as 9 ans, quand t'as 10 ans, quand t'as 12 ans, tu rêves de voir le futur, et ben non, là tu vas devoir de coltiner le passé, comme le héros est obligé de se coltiner le passé quasiment pendant plus de la moitié du film, et d'où la justification qu'il faut absolument qu'il reparte dans son époque. Et donc ça, c'est une des premières forces du film, cette espèce de processus d'identification spectateur-personnage, personnage-spectateur, qui lui se met comme dans la peau du personnage. Il faut absolument revenir dans son époque, on ne peut pas rester coincé dans cette époque de 1950 qui est trop rétrograde. Alors évidemment, ce sont les enfants plus qui vont peut-être penser ça, moins les adultes. Et quand toi t'es enfant, tu rêves de voir le futur et non pas le passé. Alors quand on voit Retour vers le futur la première fois, et il faut vraiment se replacer dans le contexte que quand tu le vois la première fois, et non pas quand tu l'as vu 1000 fois et que ta cassette VHS est complètement défoncée, les DVD complètement rayés, la première fois que tu le vois, tu ne fais attention à aucun détail. Et pourtant, Retour vers le futur, c'est un film de détails, ne serait-ce que par rapport aux deux époques, 85, 1955. Par exemple, si je prends en 1985, il est sur la place de l'Hôtel de Ville avec sa copine, et on voit en arrière-plan le club d'aérobic qui s'appelle Lou Aérobic, et ben on verra en 1955 que autrefois c'était un café, le fameux café où il faisait bon vivre, où on entendait la musique de Davy Crockett, où tous les jeunes buvaient des milkshakes et tout ça, et c'était quand même une époque assez sympa. On va voir également par exemple qu'en 1985, le cinéma diffuse un film porno, alors que le même cinéma en 1955 diffuse un film avec Barbara Stanwyck, donc c'est d'une autre teneur. Et il y a beaucoup d'éléments comme ça, on va voir des différences entre 85 et 55. On va également avoir quasiment peut-être la résolution du film en début de film. Quand tu as le panoramique qui fait le tour en fait du laboratoire d'Emmett Brown et tu vois une maquette avec un mec suspendu à une horloge qui est une référence à un film avec Harold Lloyd, mais qui va rappeler aussi la scène de fin du film que tu es en train de regarder. Alors un des coups de génie de l'écriture de Zemeckis et de Bob Gale, ou peut-être aussi de la mise en scène, ça va être aussi dans ces fameux détails de narration. Pareil, la première fois, c'est quelque chose auquel tu ne fais pas vraiment attention. Ce sont vraiment de purs détails qu'on te raconte et qui pourtant vont être majeurs pour la résolution de l'intrigue. Je pense notamment au tout début quand il n'est pas encore parti dans le passé et qu'il est en discussion avec ses parents et qu'on lui raconte la féerie dansante des sirènes et qu'on lui raconte que George s'est fait renverser par la voiture du père de Lorraine. Ces petits détails hyper importants qu'on te balance à ce moment-là du film, pour toi, n'ont strictement aucune signification. Pourquoi? Tout simplement parce que toi, tu suis le parcours d'un adolescent qui joue de la guitare, qui est avec sa copine, qui rêve, lui, d'avoir un 4x4. Donc même si tu sais que tu vas avoir affaire à un film qui va parler de voyage dans le temps, pour l'instant, tu suis ce parcours-là. Tu suis ce parcours de ce jeune qui pense clairement à autre chose que d'aller voyager dans le temps, quoi. Et on te balance ces deux éléments qui sont primordiaux parce que sans la féerie dansante des sirènes, un personnage comme Marty McFly ne peut pas exister dans le passé et il ne peut pas exister dans le futur. Mais à ce moment-là du film, c'est un élément qui rentre dans ta tête sans que tu t'en rendes compte et au moment où ces éléments-là arrivent, tu t'en souviens. Et c'est là où pour moi est la grande force de la mise en scène et de l'écriture de Zemeckis et notamment de ce film, c'est que tu ne peux pas enlever un élément ou un autre, sinon tout se casse la gueule. Le scénario est tellement bien construit et tellement intelligent qu'on se permet de te raconter des détails qui paraissent anodins au moment où ils sont racontés et en vérité ce seront des éléments primordiaux à la résolution même de l'intrigue. Alors quand on parle de Retour vers le futur, il faut également évoquer le Reaganisme. Alors quelque chose qu'on a beaucoup reproché à Robert Zemeckis un peu a posteriori, quand on évoque par exemple la finalité du film, c'est-à-dire qu'en gros le but du film c'est quoi? C'est de rendre ses parents heureux, mais surtout beau, riche et tout ça, confiant dans la vie. Et puis on a reproché aussi le coup du 4x4 parce qu'à la fin Marty McFly gagne son fameux 4x4, donc c'est le symbole de la toute-puissance de l'ère reaganienne. Alors
C'est pas faux, c'est vrai, mais je trouve que c'est un petit peu plus complexe que ça, parce que à un moment précis, il y a quand même Zemeckis qui égratigne quand même le mythe reaganien à travers cette fameuse scène quand Marty est en 1955 et qu'il essaye de convaincre Doc qu'il vient du futur. Doc lui demande pour vérifier qui est le président des États-Unis en 1985. Marty lui répond Ronald Reagan. Évidemment, à ce moment-là, Doc pouffe de rire, n'y croit pas. Ronald Reagan, l'acteur, bah oui, puisqu'en 1955, Ronald Reagan est encore acteur. Et le truc, c'est qu'il lui dit j'ai eu mon compte d'idiotie pour la soirée, bonne nuit visiteur du futur. J'ai eu mon compte d'idiotie pour la soirée. Donc là, on voit bien que Zemeckis égratigne clairement la crédibilité même du fait que Reagan puisse être président des États-Unis. Il dit même, oui, si je comprends bien, Jerry Lewis est ministre de la Défense et tout ça. Donc on voit bien que là, Zemeckis pose un regard critique sur la légitimité même de Ronald Reagan à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette espèce de polémique qui va rester un petit peu, surtout dans les décennies d'après, où on va commenter Retour vers le futur, et puis on va dire, ah, c'était quand même un film très très Reaganien et tout ça. Alors la question qu'on peut juste se poser par rapport à ça, c'est est-ce que Zemeckis n'est pas un petit peu réactionnaire? Alors j'entends réactionnaire par rapport à la façon dont il montre le Hill Valley des années 50, qui va complètement trancher avec le Hill Valley par exemple des années 80. Le Hill Valley des années 50, il est totalement idyllique, il est propre, les gens sont souriants, tu entends évidemment la petite musique Mr. Sandman et tout ça quand il arrive. T'as envie de vivre réellement dans les années 50. Alors ça tranche un petit peu par rapport à ce que je disais, quand t'es jeune, t'as envie de voir le futur et non pas le passé, mais c'est vrai que plus tu revois le film, et à la limite plus tu grandis, et plus tu revois le film quand tu grandis, limite tu préfères ces années-là. Mais parce que Zemeckis a fait le choix, si tu veux, de te montrer comment se passaient les années 50 aux États-Unis. Alors c'est une version peut-être un peu caricaturale, parce que ce n'était pas que ça évidemment les États-Unis dans les années 50, c'est une vision, c'est sa vision à lui. Alors est-ce qu'il n'y a pas une volonté de la part de Zemeckis de dire c'était mieux avant? On le sent quand même quand on voit le premier Retour vers le futur. C'est pas que c'est gênant, c'est très plaisant, mais il y a quand même peut-être un peu cette notion-là. Alors quand on parle de Retour vers le futur, évidemment, il faut aussi évoquer Doc, indissociable évidemment de l'univers de Retour vers le futur. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand on regarde la filmographie de Christopher Lloyd et de Robert Zemeckis, Robert Zemeckis a toujours eu un rapport avec Christopher Lloyd plus sur un rapport de méchant. Je prends par exemple Roger Rabbit, où il lui donnera le rôle du juge de mort, donc méchant totalement emblématique du film. Il y a également le sublime moyen-métrage, issu de la série d'anthologie produite par Spielberg, Histoire fantastique, dans lequel il va lui faire jouer un prof tortionnaire. Si tu veux, Robert Zemeckis a toujours vu la représentation de Christopher Lloyd comme quelque chose d'imposant, quelqu'un de presque de menaçant, de méchant. Exception faite, bien évidemment, de la trilogie Retour vers le futur, où là, il va lui faire jouer le gentil. Mais quand même, dans les premières scènes du film, il te montre un Marty quand même vachement méfiant par rapport à son ami Doc Brown, qui est censé être son ami. Et notamment par rapport à la première scène du film où il envoie Einstein dans le futur, où en gros on teste la DeLorean qui fonce sur eux. Donc il y a quand même un danger très présent avec une voiture qui va foncer à 88 miles à l'heure sur deux intervenants. Et Marty est extrêmement méfiant et il s'écarte peu à peu de Doc, vers le cadre comme ça, et Doc le regarde d'un air un petit peu accusateur en disant non mais reviens, fais-moi confiance. Mais t'as vraiment l'impression à ce moment-là que Marty n'a pas confiance en son ami. Et donc ça me fait penser à cette volonté de Zemeckis une fois de plus de dépeindre un personnage un peu taré, quoi, interprété par Christopher Lloyd, de manière très ambiguë au début, même si ça dure pas très longtemps, parce qu'après on a vite compris que Doc sera un des héros du film, bien sûr, mais ce petit instant très court, il est assez représentatif de comment Zemeckis voit Christopher Lloyd. Il ne le voit pas forcément sur un plan, le petit héros bien gentil. Maintenant, il est bloqué dans le passé. Je dois arriver, c'est pas possible. Il fait la connaissance de son futur père. Et aussi, quand on parle de Retour vers le futur, on évoque bien évidemment la musique, la fabuleuse musique d'Alan Silvestri, donc compositeur attitré de Robert Zemeckis, depuis À la poursuite du diamant vert. Et pourquoi c'est important d'en parler? Tout simplement parce que Zemeckis a l'intelligence de se servir de cette musique orchestrale donc pour faire rentrer son film dans une mythologie, pour faire rentrer son film dans un chef-d'œuvre intemporel, comme par exemple a pu le faire Spielberg sur Les Dents de la Mer, comme a pu le faire Spielberg sur E.T. Retour vers le futur, c'est un film qui démarre non pas comme de la science-fiction, mais comme une comédie pour adolescents, réellement. Il y a tous les codes de la comédie pour adolescentes. Après, oui, on va rentrer plus dans un aspect fantastique avec la thématique du voyage dans le temps. Mais au départ, ce n'est que ça, ce n'est que une comédie pour ados. Et l'intelligence de Zemeckis, c'est qu'une fois qu'on est rentré
dans l'élément fantastique, dans la thématique fantastique du voyage dans le temps. Le but n'est pas d'aligner par exemple des morceaux pop des années 80 ou des années 50, mais le but c'est d'utiliser cette musique orchestrale qui forcera le film quelque part à rentrer dans l'histoire du cinéma grâce à sa musique hyper emblématique, à lui donner un espèce de souffle épique qu'on n'a pas forcément dans les autres films adolescents. Cette musique va réellement servir à lui donner une puissance émotionnelle, une puissance même évocatrice de tous les codes de la science-fiction et qui va à sa manière, alors évidemment ce n'est pas que grâce à la musique bien sûr, mais c'est dû aussi en partie à la partition d'Alan Silvestri, on connaît quasiment par cœur, c'est totalement acté, mais à l'époque quand on entend cette BO pendant le film, ça donne un tel souffle épique qu'on se dit, on a peut-être réellement là quitté, si tu veux, les codes de la comédie adolescente teenage qu'on voyait beaucoup à cette époque-là pour nous faire rentrer dans une véritable aventure de science-fiction. Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur. Et évidemment, ce qui fait le sel d'un film comme Retour à le futur, ce qui est son gros point fort, si je mets à part évidemment le voyage dans le temps, les personnages emblématiques, charismatiques, superbement interprétés, notamment le père, Crispin Glover, la mère, Lea Thompson, absolument génial, l'interprétation aussi de Michael J. Fox et celle de Christopher Lloyd. Ce qui fait absolument le sel de Retour à le futur, ce sont les conflits, ce sont les embûches. Dans un film comme Retour à le futur, il n'y a rien qui se résout facilement. Et c'est ce qui est absolument jouissif, parce que nous, en tant que spectateurs, quand on est embarqué dans une histoire, on n'a pas envie que ça se termine, on n'a pas envie que surtout ça se termine trop facilement pour les héros et surtout que le tout soit crédible. Et c'est ça aussi la grande force de Retour à le futur. Il va y avoir plusieurs nœuds dramatiques, plusieurs climax. Il va y avoir l'enjeu principal qui est que le héros retourne dans son époque, en 1985, et comme si ça suffisait pas, parce qu'il va bien galérer quand même pour revenir dans son époque, comme si ça suffisait pas, on lui rajoute une autre embûche, celui juste de devoir exister. Les deux scénaristes, Bob Gale et Zemeckis, n'étaient pas obligés de rajouter cette péripétie, c'est-à-dire que si on avait juste le fait de voir Marty McFly retourner en 85, peut-être que ça nous aurait suffi. Mais non, ils en rajoutent encore, et tout Retour vers le futur est construit comme ça, et c'est ce qui est absolument fabuleux. Si on reste sur le fait que Marty doit exister en 1955 et donc en 1985 de mettre ses parents ensemble, tout est fait pour faire foirer ses plans. La mère qui est amoureuse de lui, quand il pense enfin pouvoir les mettre ensemble, tu as toujours Biff qui est dans le coin, donc le méchant du film, qui vient faire foirer tous les plans. Ça va même jusqu'à la fameuse scène où Marty est dans la voiture avec sa mère, nous on a oublié Biff depuis un bon moment et on pense donc que c'est George qui va venir tirer Marty McFly de la voiture et de ce fait exécuter le plan de Marty. Et ben non, Biff se pointe, il refait encore tout foirer. En gros, dans Retour vers le futur, tout est retardé à chaque fois et on se dit mais il va jamais réussir à ce que les parents finissent ensemble quoi. Il y a également l'élément du retour vers le futur, donc retour en 1985, aidé évidemment par Doc, et même là c'est encore semé d'embûches, la voiture qui ne démarre pas au moment où il faut qu'elle démarre et s'élance à 88 miles à l'heure. Au moment où elle démarre et qu'elle s'élance enfin à 88 miles à l'heure, il y a un des câbles qui se détache. Il faut absolument que Doc use de malice, d'intelligence pour que Marty puisse repartir. Embûche sur embûche sur embûche, et pour couronner le tout, la lettre déchirée par Doc, la lettre qui lui permettrait d'être vivant en 1985. C'est un moment capital, c'est un élément capital dans le film. Et on se dit que heureusement, même si Marty quelque part n'arrive pas à repartir dans le futur, et ben au moins Doc aura cette lettre et il pourra vivre en 85 dans le futur puisqu'il sera prévenu de sa future mort. Et ben même ça, Doc déchire la lettre parce qu'il ne faut pas trop en savoir sur son avenir. Et Retour vers le futur, surtout dans sa deuxième partie de film, il n'est construit que de cette façon-là, embûche sur embûche, conflit sur conflit, et c'est ça qui rend juste le film archi jouissif, passionnant. Et le truc intéressant à relever, c'est que finalement, pour une fois, ce n'est pas forcément le protagoniste principal, le héros, c'est-à-dire Marty McFly, qui résout ces nœuds dramatiques, qui résout ces intrigues, ce sont souvent les personnages secondaires. Si je prends par exemple le fait que Lorraine et George McFly se mettent ensemble, c'est dû en fait au courage du père. Alors évidemment, poussé par tous les plans mis en place par Marty McFly, ce sera dû au courage du père, et ce sera même révélateur à la fameuse féerie dansante des sirènes, quand Marty McFly réinvente, ou invente plutôt Johnny B. Goode, George McFly, totalement en confiance, qui va reséduire Lorraine, et donc de ce fait Marty McFly pourra exister. Si je prends l'exemple du voyage dans le temps de Marty de 1955 à 1985 à la fin du film, c'est dû à Doc et non pas forcément à Marty. Et comme si ça ne suffisait pas comme embûche, même quand il revient en 1985 et qu'on se dit ouf, il a réussi à revenir, eh ben il va se prendre un conflit en plus puisqu'il revient plus tôt pour prévenir Doc forcément, et s'il revient plus tôt, eh ben forcément
il se confronte aux Libyens, vu plus tôt dans le film. Encore un élément qu'on t'a introduit en début de film et qui va avoir son importance en fin de film. Et heureusement, ce conflit ne va pas durer longtemps puisque le personnage principal va être impuissant face à ce conflit. En gros, il est spectateur du moment où lui part dans le passé et il ne peut absolument rien faire puisque Doc se fait canner par les Libyens. Et happy end puisque Doc n'a pas déchiré la lettre et il vit bel et bien en 1985. Et puis cette fameuse fin en forme de blague, finalement, en tout cas, c'était conçu comme ça à l'époque. Cette petite séquence tournée à la fin où Doc vient le chercher et qu'ils doivent repartir dans le futur, mais là cette fois le vrai futur, en 2015. À la base, ce n'était qu'une blague tournée par Zemeckis, parce qu'à l'époque, il ne devait pas y avoir de Retour vers le futur 2 ni 3, mais à la demande de Spielberg en 88-89, on tournera une suite. On utilisera cette fin du 1 pour relancer le 2. Mais à l'époque, en 85, quand on voit le premier Retour vers le futur, il n'y avait pas cette petite indication marquée à suivre. Il n'y a que dans l'exploitation VHS du film où ils ont rajouté à suivre, parce que à ce moment-là sortait le numéro 2. Et dans les éditions DVD et Blu-ray, ils ont enlevé cette mention à suivre parce que ça ne correspondait pas à l'époque au fait de donner une suite à Retour vers le futur. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce que je considère pour moi, oui, un chef-d'œuvre intemporel, un véritable chef-d'œuvre de scénario qui sera même nominé aux Oscars, pas le film, hein, le scénario sera nominé aux Oscars, il ne gagnera pas, mais la nomination était largement méritée. Pour moi, c'est un film qui ne vieillit pas, pour moi, c'est un film, oui, ancré aussi dans son époque, mais qui a su traverser les âges et qui continuera à les traverser. Évidemment, on ne veut ni remake, ni reboot, et ça me paraît totalement logique. Ce sera impossible de refaire un Retour vers le futur. Il faut que ce film traverse encore le temps, traverse les âges, et en plus ça va de pair avec le thème principal du film, c'est-à-dire le voyage dans le temps. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr, n'oubliez pas aussi de vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!